Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la Royal Air Force et à la Royal Navy. Alors aujourd'hui on va se pencher sur le futur de la Royal Air Force et de la Royal Navy. Pourquoi? Parce que les forces armées britanniques ont subi ces 10 dernières années des coupes budgétaires assez phénoménales. En 2010, le Royaume-Uni avait lancé une coupe drastique dans ses forces armées au point de perdre des compétences dans certains domaines qui ne manquait pas d'inquiéter justement. Le plus surprenant était le retrait des avions de patrouille maritime Nimrod MR2. Il était pourtant prévu de les remplacer par le Nimrod MR4, mais celui-ci a été purement et simplement abandonné, laissant le Royaume-Uni sans aucun moyen pour cette mission essentielle et notamment la chasse aux sous-marins. Quelque chose qui pour une île était un comble. Une décision incompréhensible à l'époque, finalement, le Royaume-Uni a commandé quelques années plus tard 9 P-8 Poseidon américains. La flotte de Harrier fut elle aussi victime de ces coupes drastiques, faisant disparaître le mythique Harrier du paysage aéronautique anglais. Les Tornados, quant à eux, étaient prévus d'être retirés en 2019, ce qui a été le cas. Le Typhoon devant reprendre leur mission d'attaque au sol, ce qui n'a pas été sans poser de difficultés de financement pour permettre d'équiper le nouveau chasseur qui n'avait pas du tout été prévu initialement pour ce rôle. En effet, cela devait se négocier à 4 pays, avec les autres partenaires du programme Eurofighter, pour définir la répartition du financement. Et cela a pris du temps. Les Européens ont alors touché du doigt l'erreur faite plusieurs années plus tôt de vouloir un chasseur pur et non multirôle comme l'a fait la France avec le Rafale. Le but de ces réductions en 2010 était de dégager des fonds afin de moderniser ultérieurement l'outil de défense britannique avec des matériels bien plus modernes. Alors à l'époque, 138 F-35B prévoyaient d'être commandés. 10 ans plus tard, il est enfin temps de réinvestir. Coup de projecteur maintenant sur les évolutions militaires britanniques auxquelles on peut s'attendre. Le 16 mars 2021, le Royaume-Uni a publié son Integrated Review, suivi de la Defense Common Paper le 22 mars. Alors, ces documents sont les équivalents du livre blanc en France et donnent les orientations stratégiques du pays et le dimensionnement des forces armées pour mener à bien ses ambitions. Un immense changement qui va mettre un terme aux restrictions des armées de ces 10 dernières années, mais surtout orienter les efforts vers la région Indo-Pacifique du fait de l'expansion de la Chine. Alors un effort de 24 milliards de livres sur plusieurs années, toutes les armées n'en sortent pas gagnantes pour autant. Donc l'armée de terre, l'armée, va passer de 76 000 hommes à 72 000 hommes, mais verra ses équipements modernisés. Je ne vais pas m'étendre trop sur l'armée de terre britannique, on va plus se concentrer sur la Royal Navy et la Royal Air Force. Alors, la grande gagnante, c'est la Royal Navy, qui serait bien entendu la mieux à même de se déplacer dans la région Indo-Pacifique. Nouvelle génération de sous-marins nucléaires, de nouvelles frégates, type 26, 31 et 32, amélioration des destroyers type 45 avec le remplacement du missile antinavire Harpoon, lancement des études du remplaçant des types 45 par le type 83 ainsi que de nouveaux navires de soutien. Alors, le Royaume-Uni mise clairement sur la projection et la maîtrise des océans. Alors, les navires de soutien, d'autant plus importants pour le porte-aéronef HMS Queen Elizabeth ainsi que son frère, puisque ce navire n'est pas à propulsion nucléaire mais à propulsion classique, ce qui impose un ravitaillement régulier en combustible à la différence du porte-avions français Charles de Gaulle qui lui est à propulsion nucléaire et ne nécessite pas de ravitaillement pour le faire fonctionner. Ce choix est selon moi risqué. Pourquoi? Parce que face à un avenir dont on anticipe un prix du pétrole très volatile, le risque est grand d'être ici encore plus dépendant du prix du pétrole à l'avenir. Raison pour laquelle la France a d'ailleurs déjà prévu que son prochain porte-avions sera nucléaire. La force aéronavale britannique devra donc dépendre fortement de ce soutien pour faire le plein de son porte-avions, mais aussi de ses navires d'escorte, ainsi que de ses F-35 pour pouvoir les opérer. Mais à la grande surprise, et c'est ce qui ressort surtout de ces documents, ce à quoi on s'attendait beaucoup moins,
c'est l'augmentation de l'arsenal nucléaire britannique. Alors, après des décennies de réduction, le nombre d'armes nucléaires va passer de 180 à 260, soit une augmentation de 40% qui est justifiée par l'augmentation de l'instabilité mondiale et la prolifération du nucléaire dans plusieurs pays. Alors, cette force de dissuasion reposera sur les nouveaux sous-marins nucléaires de classe Dreadnought, actuellement en développement. Alors, maintenant que nous avons vu les grandes lignes, intéressons-nous surtout à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'aviation. Parlons d'abord des Typhoons. 7 escadrons de Typhoon sont prévus d'être maintenus opérationnels. Sauf que parmi ces escadrons, 24 Typhoon de la tranche 1 sont prévus d'être retirés en 2025, alors qu'il était initialement prévu de les retirer en 2019. Alors, il s'agit en fait d'une version purement RR du Typhoon, comme cela avait été le cas avec le Rafale F1. La tranche 1 correspond en fait à la première tranche de livraison. Alors, les mettre au standard des Typhoons suivants, c'est-à-dire des tranches 2 et 3, serait bien trop coûteux. C'est pourquoi, face à ces grosses différences, ils servent surtout d'agresseurs, en fait, c'est-à-dire d'opposants pour entraîner les pilotes de chasse britanniques. En 2018, le Royaume-Uni avait prévu d'acheter un lot d'AIM-120D AMRAAM, justement pour les Typhoons de tranche 1, car à ce moment-là, il était prévu de les conserver jusqu'en 2035. Les Typhoons plus récents sont équipés de missiles Météor, et il n'est pas prévu de leur permettre d'utiliser les AIM-120D, puisque le Météor est considéré comme plus performant. Pourtant, certains vont dire que les Typhoons peuvent être équipés d'AIM-120. Oui, en effet, c'est le cas. Mais il s'agit en fait de la version précédente, l'AIM-120C. Et passer à l'AIM-120D nécessiterait une mise à jour qui n'est pas prévue, le Météor ayant été préféré. Quoi qu'il en soit, ces Typhoon tranche 1 ne correspondent plus à la nécessité de la Royal Air Force d'avoir une flotte homogène et multi-rôle. Le problème est que pour l'instant, on ne voit pas comment la Royal Air Force arriverait à maintenir 7 escadrons opérationnels en retirant les Typhoons de la tranche 1. La Royal Air Force commandera-t-elle de nouveaux Typhoon tranche 4 ? Rien n'a encore été annoncé à ce jour. On parle d'une éventuelle version ECR, Electronic Combat Role, du Typhoon. Serait-ce une version destinée à la mission SEAD, c'est-à-dire la suppression des défenses antiaériennes ennemies, comme l'a été le Tornado ECR par le passé ? On ne sait pas vraiment et rien dans les derniers documents publiés ne parle explicitement d'une nouvelle commande prévue. Alors, des améliorations des Typhoon tranche 2 et 3 sont néanmoins prévues, notamment avec l'emport du SPER 3. SPER signifie Select Precision Effect at Range. Le SPER 3 est un missile air-sol et peut-être même anti-navire d'une portée d'environ 80 nautiques, c'est-à-dire 140 km, à guidage multiple, pourra être à guidage radar, infrarouge et laser. Une sorte de Brimstone à plus longue portée. Le Typhoon pourrait en emporter avec des racks de 3 missiles et une version Electronic Warfare, c'est-à-dire de guerre électronique, est aussi évoquée, peut-être pour la version ECR du Typhoon. Il est aussi prévu une mise à jour du radar avec un radar à balayage électronique à antenne active qui devrait enfin amener le Typhoon au niveau du radar du Rafale en termes de niveau technologique. Un retard depuis longtemps pointé du doigt sur cet avion, tout ceci devrait permettre au Typhoon de tenir jusqu'en 2040 et son remplacement alors par le Tempest. Le Tempest fera l'objet d'une vidéo ultérieure puisque j'étudie actuellement ce projet pour vous préparer une vidéo dessus. La question des F-35B. Le Royaume-Uni a toujours annoncé vouloir acheter 138 F-35B, mais des doutes se font sentir de plus en plus sur le chiffre final de F-35B. 48 appareils ont été déjà commandés et le Royaume-Uni rechigne à passer commande de la suite. Pourquoi ? Alors, on ne le sait pas vraiment car le gouvernement britannique ne communique pas et reste étrangement silencieux sur ce sujet. D'ailleurs, il n'est nullement stipulé de chiffres dans les documents publiés cette année, mais il est peu probable que le Royaume-Uni se contente de seulement 48 appareils. En effet, si le Royaume-Uni veut équiper ses 2 porte-aéronefs, 48 avions, c'est bien trop peu. Ces navires peuvent en effet embarquer 12 à 24 appareils quand ils sont déployés
soit jusqu'à 48 avions au total en cas de déploiement simultané, c'est-à-dire la totalité de la flotte actuellement disponible. Mais il est possible de monter jusqu'à 36 F-35B par navire, ce qui pourrait permettre d'aller à 72 F-35B en déploiement simultané sur les deux navires. Comment, avec un si petit nombre d'avions, la Royal Navy pourrait-elle maintenir une force crédible tout en maintenant une formation à terre et tenir compte de l'attrition, c'est-à-dire des pertes en cas de guerre? Certains experts parlent à présent de 60 à 80 appareils pour avoir un minimum de crédibilité. Mais la cible de 138 appareils est aujourd'hui très peu probable. C'est ce qui pourrait expliquer le déploiement conjoint avec l'US Marine Corps à bord du HMS Queen Elizabeth qui doit justement se rendre en région Indo-Pacifique actuellement, ce n'est pas déjà le cas. Ce type de déploiement pourrait-il être amené à durer pour compenser le nombre trop faible de F-35B anglais et donc voir des avions américains embarqués sur le porte-aéronef anglais? Bonne question, l'avenir nous le dira. Sachant que le Royaume-Uni veut suivre les évolutions du F-35B, elle devra les mettre à jour au TR3, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur le F-35, pour les passer ensuite au bloc 4, ce qui va forcément occasionner des coûts supplémentaires. Alors le Royaume-Uni n'attend-elle pas que le bloc 4 soit vraiment opérationnel avant de passer commande pour éviter de devoir moderniser trop d'avions avec des surcoûts futurs? Ce n'est pas impossible, hein. Donc je vous renvoie à nouveau sur ma vidéo sur le F-35 concernant le bloc 4, qui justement est repoussé à 2027. Mais le Royaume-Uni prévoit aussi d'implémenter certains armements sur le F-35, entre autres le Spare 3, et doit donc anticiper des financements futurs sur cet avion. Parlons maintenant du retrait des Hawk T1. Les Hawk T1 sont les avions qui sont utilisés pour la formation. Initialement prévus d'être maintenus jusqu'en 2030, les Hawk T1 seront finalement retirés en 2025 et peut-être même plus tôt en 2023. La formation reste assurée néanmoins par des Hawk T2 plus récents. Les T1 sont utilisés davantage comme des agresseurs, mais aussi par la patrouille des Red Arrows. Mais rassurez-vous, les Red Arrows continueront à voler sur Hawk en 2030. Les premiers Hawk T1 à être retirés le seront dès septembre 2021. Alors, il s'agit de ceux utilisés par la 736e Naval Air Squadron de Culross dans le Cornwall, utilisés pour servir de cible aux navires pour entraînement. Alors, cet escadron a d'ailleurs perdu un Hawk, les pilotes se sont éjectés en mars 2021, ce qui a cloué au sol la flotte de Hawk T1. Alors, il est possible que des Hawk T2 soient achetés par la Royal Air Force pour compenser les Hawk T1 retirés, mais rien n'a été annoncé en ce sens pour l'instant. Parlons brièvement des agresseurs. J'ai parlé tout à l'heure du retrait des Typhoon Tranche 1 et donc des Hawk T1. Et donc ceci va laisser un vide dans le rôle d'agresseur et donc dans la formation des unités de combat. Alors cela pourrait ouvrir la porte à des sociétés civiles comme le fait déjà l'US Air Force qui joueront en fait les agresseurs. Cette méthode est de plus en plus employée pour décharger en fait le potentiel des avions de première ligne. La fin des E3 Sentry, c'est-à-dire les AWACS. La flotte d'AWACS a déjà été réduite à 3 en 2020 et les E3 seront définitivement retirés du service fin 2022. La Royal Air Force n'a pas suivi les programmes de modernisation comme l'US Air Force mais aussi la France, ce qui les rend aujourd'hui bien moins interopérables. 3 Boeing 737 E-7A Wedgetail ont été commandés alors qu'il était initialement prévu d'en acquérir 5. Mais le plus surprenant, c'est que la flotte de E-7 ne devrait être opérationnelle qu'en 2023, ce qui devrait laisser un trou capacitaire d'environ 2 ans, si pas de retard. Alors dans l'attente, il y a fort à parier que la Royal Air Force se satisfera des AWACS alliés. À savoir que les cellules des E-7 ne seront même pas des avions neufs, mais des avions civils reconditionnés. En effet, le premier 737 est arrivé à l'aéroport de Birmingham le 7 janvier et l'autorisation de modification a été donnée le 6 avril 2021. Tout cela laisse perplexe. 3 avions seulement, c'est insuffisant, rien que pour les besoins de la Royal Air Force, ce qui amènera forcément une plus grande dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis de ses alliés dans ce domaine. Un petit mot sur les drones.
Un effort va également être porté sur les drones. La flotte de Thales WK450 Watchkeeper Mk1 va être améliorée malgré les difficultés qu'ils rencontrent en service. Plusieurs exemplaires ont déjà été perdus. Le MQ-9B Protector RG1 devrait faire son entrée à partir de 2024 pour remplacer les MQ-9A Reaper en service depuis 2008. Au départ, il était prévu 20 exemplaires, mais ce chiffre a été ramené à 16. Concernant les missions ISR, c'est-à-dire les missions de renseignement. Avec le retrait en 2021 des Sentinelles R1, le Royaume-Uni se retrouve démuni de certains moyens de renseignement électromagnétique à long rayon d'action. Les Gulfstream ne sont restés en service que 13 ans, ce qui est étonnamment peu. Aucun moyen n'est clairement défini pour pallier ce manque. Les 9 P-8 Poseidon ne seront pas équipés autrement que pour les missions de patrouille maritime et se cantonneront à la surveillance maritime proche du Royaume-Uni et notamment à la protection des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La capacité ISR va donc se baser sur les 3 RC-135 opérationnels depuis 2017, mais certaines capacités uniques des Sentinelles R1 ne seront pas reprises par les RC-135. Par ailleurs, le plafond plus élevé des Sentinelles R1 par rapport au RC-135 permettait une bien meilleure portée de détection, mais aussi une meilleure couverture du radar à ouverture synthétique SAR. Les technologies du futur. Le Royaume-Uni va investir massivement dans la recherche et le développement, notamment l'intelligence artificielle et le FCAS, le Future Combat Air System. Le Tempest s'inscrit dans le FCAS, mais pas seulement. Le LANCA, Lightweight Affordable Naval Combat Aircraft, est mené sous le projet Mosquito. Il s'agit en fait d'un drone qui pourrait agir en coopération avec le F-35 à la manière du Loyal Wingman développé en Australie. Une façon de s'approcher davantage sans trop risquer l'avion et le pilote qui le guide. Alors, ces projets, on le vend en poupe dans certaines armées, bien que je sois assez perplexe sur la façon de les utiliser. En effet, cela requiert des communications qui pourraient très bien être brouillées en temps de guerre. Ce drone doit pouvoir échanger ses données, mais ces échanges peuvent être détectés, ce qui annulerait l'avantage de la furtivité d'un tel système. L'avenir nous dira où cela devrait nous mener. Le transport tactique et stratégique. La Royal Air Force va se séparer de la totalité de ses C-130 Hercule, 14 avions, pour n'utiliser que des A400M. Un choix qui me paraît discutable, car même si l'A400M est un excellent appareil, il ne peut se poser sur des terrains plus sommaires, là où le C-135 excelle parfaitement. Côté stratégique, la Royal Air Force conservera ses C-17 et ses Voyager, c'est-à-dire les RMRTT. Les deux BAE 146 vont également disparaître au profit, semble-t-il, de l'allocation d'Airbus A321LR. Si l'on suit ce qui est défini, cela représenterait une perte capacitaire de plus de 30%. Surprenant pour un pays qui fait de sa volonté de projection à l'autre bout du monde une priorité. Ce pays aura pourtant besoin du soutien et de la projection des avions de transport. En conclusion, la Royal Navy se renforce certes considérablement, mais tout ceci est un peu en trompe-l'œil. Par exemple, les 12 destroyers type 42 ont été récemment remplacés ces dernières années par des types 45. Certes plus puissants, mais on ne conserve pas une disponibilité de 12 navires avec seulement 6 navires, soyons réalistes. Le Royaume-Uni a la volonté d'être présent dans la région Indo-Pacifique. Or, seule la marine permet en effet de maintenir une présence sur le long terme à moindre coût. Le Royaume-Uni anticipe davantage des conflits navals et aériens, ce qui est selon moi le plus probable en cas de guerre avec la Chine, puisqu'il n'est nullement envisagé d'assaut terrestre sur la Chine. Il s'agirait davantage de contenir le dragon chinois en cas de guerre. Certains stratèges américains prédisent notamment une guerre avec la Chine d'ici 10 ans. La Chine a en effet des velléités d'expansion en mer de Chine, sur Taïwan et au-delà, et cela inquiète. Tous les pays de la région se réarment, le Japon, la Corée, Singapour, le Vietnam, etc. Et les USA et dorénavant le Royaume-Uni anticipent un tel conflit et s'y préparent.
Ce n'est pas pour rien que la France a également projeté des Rafales récemment lors d'un exercice en Polynésie. La France aussi garde un œil là-dessus car elle possède des zones d'économie exclusive très vastes qu'elle pourrait être amenée à défendre en cas de conflit. Mais pour cela, il faudrait aussi déjà que le Royaume-Uni équipe suffisamment ses porte-avions, ses porte-aéronefs, en F-35B, mais surtout puisse être en mesure de mener un conflit de haute intensité loin de ses lignes d'approvisionnement, ce qui ne sera pas une mince affaire. Elle mise tout sur sa marine pour cela. Une goutte d'eau face aux géants chinois, mais une façon de réaffirmer sa coopération avec les États-Unis et de rassurer certains pays de la région qui ont des relations avec l'ancien empire britannique. Mais le Royaume-Uni ne voit pas seulement cette région comme problématique. La Russie inquiète également, ainsi que le Moyen-Orient, raison pour laquelle elle doit aussi se préparer à jouer sur plusieurs fronts. Et le manque de moyens risque fort de se faire sentir même en temps de paix. D'où le choix de renforcer sa dissuasion nucléaire pour compenser peut-être. La force aérienne va aussi se moderniser, mais au prix d'une disponibilité qui risque de s'avérer insuffisante en cas de conflit. La qualité ne remplace pas la quantité et le Royaume-Uni a choisi de libérer des crédits pour la recherche et le développement de futurs systèmes, délaissant ainsi les forces de première ligne. Un compromis en somme. Même si un effort conséquent est à présent consenti après 10 années de disette, le retour du Royaume-Uni dans les grandes forces militaires du monde est bien ambigu et plutôt timide. Je vous remercie pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.